Nouvelle édition sur le RTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Patrice Talon reçoit le vice-premier ministre de la Belgique à New York. C'est en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Des questions de grande préoccupation ont été également abordées par le chef de l'État avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Mécontentement des dialysés insuffisants Renault du Bénin, ils fustigent la gestion de leur prise en charge. Une conférence de presse est organisée à ce sujet à Cotonou. Le 22 septembre, le monde entier célèbre la journée sans voiture, une arme contre la pollution sonore. À suivre l'ampleur du phénomène à Cotonou dans cette édition. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction de New York où le vice-premier ministre de la Belgique a été reçu en audience par le président Patrice Talon en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État a également passé en revue certaines questions de grande préoccupation avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, le Malien Michel Sidibé. Suivons leurs propos au micro de Renaud Akapo, notre envoyé spécial. Vous savez, j'étais très surpris de rencontrer le président Talon en pleine forme et surtout de me rendre compte que c'est un leader de la nouvelle génération. Un leader qui voudrait placer la justice sociale, la redistribution des opportunités au centre de ses préoccupations, mais ceci aussi en créant des espaces nouveaux pour le secteur privé et ne pas seulement compter sur les ressources qui peuvent provenir de l'extérieur. En moins de 5 mois, il a démontré de façon très claire son engagement pour la lutte contre le sida. D'abord, à Montréal, j'étais heureux de voir que le Bénin a annoncé une contribution de 2 millions au fonds de lutte contre les 3 maladies. Mais aussi, il a proposé qu'on puisse revoir le Comité national de lutte contre le sida. Il voudrait lui-même présider ce comité. Il a demandé qu'on puisse avoir des mécanismes beaucoup plus, je dirais, légers, des mécanismes vraiment allégés pour pouvoir avoir accès aux médicaments facilement et pousser surtout aussi le ministre de la Santé pour aller vers 90-90-90, les objectifs pour 2020. Et ceci étant dit, j'étais émerveillé parce que c'est vraiment quelqu'un de très pragmatique et qui veut des résultats et qui a la recherche de tout ce qui pourrait aider les Béninois à avoir une meilleure santé. Eu l'occasion de parler avec Monsieur le Président par rapport à une coopération entre le Bénin et la Belgique qui est une coopération de longue durée, de notre volonté de passer un cran plus loin par rapport, par exemple, à la coopération militaire et aussi, par exemple, la volonté de regarder comment la réforme de la police et gendarmerie, comment l'expertise belge peut se concrétiser. D'un point de vue classique, nous sommes actifs au niveau de l'éducation et au niveau de l'agriculture. Mais par exemple, un des nouveaux pôles de développement, le côté digital, l'utilisation de la technologie, etc. Et on a pu parler un petit peu de possibilités de coopérer dans la digitalisation, par exemple, de l'enseignement au Bénin. Un domaine où chaque pays a un peu d'expertise, mais le mettre ensemble peut peut-être mener à des choses qui sont intéressantes et certainement donne plus d'occasions, plus de possibilités à la population béninoise. Parlons à présent de ce mouvement d'humeur. Le Conseil national des dialysés et insuffisants Renault du Bénin, face à la presse ce jeudi, il fustige la gestion de leur prise en charge, notamment par certaines structures privées qui ne respectent pas les normes requises en matière de dialyse. Ulvaïus Balogun et Augustin Bodo pour le point. Alerter l'opinion publique nationale de l'existence des prédateurs de deniers publics à la dialyse et exiger le remboursement intégral de ce qui est pris indûment aux dialysés au détriment de l'État central. Ces requêtes, les personnes dialysées le font à l'endroit des autorités sanitaires. Elles se disent victimes de la mauvaise foi de certains promoteurs de centres de dialyse. Voyez-vous les amis, un promoteur qui se fait payer intégralement
par le Trésor public sur le budget national pour des prestations fantômes nargue le ministère de la Santé. Ils ne respecteraient pas les normes requises pour soigner les personnes dialysées. Cela en totale violation de leur cahier de charges. Ce centre, tout d'abord, végète dans une malpropreté indescriptible, incompatible avec les conditions d'exercice d'un lieu où l'on administre les soins de santé comme la dialyse qui requiert une asepsie non négociable et rigoureuse. Pire, lorsque le dialysé est branché au générateur et que la SBE coupe le courant, il refuse de mettre son groupe électrogène en marche sous prétexte que cela n'est pas contenu dans les cahiers de charges. Une situation des plus graves qui porte atteinte à la longévité des dialysés. On a presque tué tous les dialysés. Ils sont en permanence anémiés et en proie aux infections qui les tuent en masse. Parti d'une soixantaine de dialysés, il ne reste aujourd'hui que 20 dialysés. Le Conseil national des dialysés et insuffisants rénaux invite l'État à mettre en place un comité de suivi de la dialyse au Bénin afin d'éviter le pire. Et on parle toujours santé. Le deuxième volume du document des normes de construction et d'équipement des hôpitaux au Bénin a été validé ce jeudi. C'est à la faveur d'un atelier qui a eu lieu à Cotonou. La cérémonie d'ouverture du dit atelier a été présidée par le ministre de la Santé Alassane Seibou, Alain Dossuyovo, Darida Silva et Monique Toron. C'était la suite de la validation du premier volume du projet de document de normes et standards en matière d'infrastructures et d'équipements pour les centres de santé et hôpitaux de zone qu'il a été jugé nécessaire d'en élaborer un deuxième. Un document réalisé grâce à la contribution des différents acteurs concernés que sont les directeurs techniques du ministère de la Santé, les coordonnateurs de projets-programmes, les praticiens hospitaliers, les ingénieurs et paramédicaux à tous les niveaux de l'Ordre national des architectes et de l'Ordre national des urbanistes. Je voudrais remercier infiniment les acteurs à tous les niveaux pour leur appui tout au long du processus d'élaboration de ce volume 2, sur lequel il nous incombe aujourd'hui encore le devoir d'harmoniser nos points de vue. La réalisation du dit document a bénéficié du financement de la Banque mondiale à travers son programme de renforcement de la performance du système de santé PRPSS. On aura donc des normes exploitables pour le secteur de la santé à travers la validation de ce document que nous voulons, qui est soumis à votre appréciation ce matin. Je remercie tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration de ce document et le PRPSS est disponible à accompagner la DIEM pour le reste du processus. Pour le ministre de la Santé, l'élaboration de ce document vient combler un vide. Tout comme le volume 1, le présent document, soumis à votre appréciation, chers experts, sera sûrement un outil important dans le cadre du développement hospitalier et servira de base pour l'élaboration d'un projet de construction ou de réhabilitation des établissements de santé. Ce document comporte deux grandes parties, dont l'une relative aux centres hospitaliers départementaux et l'autre aux centres hospitaliers universitaires. Il vient appuyer toutes les réformes de normalisation en matière de procédures du sous-secteur infrastructure et équipement du ministère de la Santé. Le Lions Club Région 33 du Bénin vole au secours des brûlés du drame de Toriavamais. Ses membres ont fait don de médicaments d'une valeur de 1 million de francs CFA à l'unité de prise en charge des brûlés du CNHU à Cotonou. Corinne Diogo, Hessou et Jérôme Mungba pour le point. C'est en réponse à l'appel du directeur général du CNHU que les membres des clubs 331, 332 et 333 de la région 33 du Lions Club Bénin ont apporté ces médicaments et produits pharmaceutiques. D'une valeur d'1 million de francs CFA, ils serviront à prendre en charge les 12 malades du CNHU et ceux de Ouida. Cette opération a été rendue possible grâce à la spontanéité des lions eux-mêmes. Ce sont les lions de la région 33 qui ont eux-mêmes contribué, chacun à hauteur de ce qu'ils pouvaient, à constituer cette enveloppe de 1 million
de francs CFA. Nous avons acheté les médicaments qui nous ont été demandés et le reste servira à acheter des vêtements et des vivres pour les malades et leurs familles pour qu'à la fin de leurs soins, ils puissent repartir avec un petit quelque chose à la maison. Le CNHU salue la réaction du Lions Club qui avait déjà construit le centre de prise en charge des grands brûlés. Vous êtes la deuxième personne en dehors de l'État à s'approcher du centre. Vraiment, on ne sait comment vous remercier pour cette promptitude, pour ce que vous avez amené ce jour pour nos frères et sœurs qui sont dans les lits. Selon les responsables de ce centre, depuis le jour du drame, le traitement évolue normalement. C'est une pathologie gravissime. Donc, les premiers temps, c'est surtout l'hécatombe. Et je pense que les cas qui sont là sont très bien gérés. Les donateurs ont ensuite visité les brûlés. Ils sont vraiment très touchés, très amochés, mais je vois que la prise en charge est bien faite. Ils sont tous très propres, bien entretenus, isolés. Et je pense que les autorités du CNHU, comme dans les autres centres, parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont fait un peu le tour des autres centres hier, que tout le monde prend ça vraiment à cœur pour une prise en charge correcte de ces malades. La présidente invite tous les clubs-services à s'unir pour sauver ces malades, afin de justifier le thème de cette année, la force de l'amitié pour servir. Et ce sommet pour le bien-être social organisé en prélude à l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient pour la première fois au Bénin grâce au programme des Nations unies pour le développement PNUD en collaboration avec l'Association des blogueurs du Bénin, Blaise Adampo, pour les détails. La facilitation de l'accès des innovateurs, des journalistes et des entrepreneurs du monde entier au débat sur les enjeux planétaires est le but principal du sommet pour le bien-être social depuis 2009. La première édition organisée au Bénin met l'accent sur l'impact de la technologie et des nouveaux médias sur les bonnes initiatives sociales dans le monde entier. Effectif des ODD passe par la mise en place effective d'un système intégré de suivi. Des expériences ont montré que les technologies de l'information et de la communication, TIC, ont un rôle catalyseur du développement car ils peuvent dynamiser et renforcer les trois piliers du développement durable que sont la croissance économique, l'intégration sociale et la protection de l'environnement. À cette assise, 3 communications ont nourri les échanges et partages de connaissances. L'intérêt de l'État à travers la Direction générale de la coordination et du suivi des objectifs du développement durable, ODD, est bien marqué. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route des objectifs de développement durable lancée par le ministre d'État chargé du plan du développement, il est prévu la mise en place d'un cadre de dialogue avec les jeunes. Dans ce cadre-là, un certain nombre de débats peuvent avoir lieu et puis nous pouvons aussi compter sur l'accompagnement, le soutien et l'appui de nos partenaires traditionnels, notamment le PNUD. Les participants répartis en groupes ont échangé sur l'impact de la technologie sur les ODD. Des propositions et nouvelles approches ont été formulées. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut impliquer davantage l'éthique dans l'atteinte des ODD. Par exemple, en ce qui concerne l'éducation, de plus intégrer l'éthique dans l'enseignement, créer des plateformes, les librairies en ligne par exemple, le domaine de la santé où il est recommandé plus l'apport de l'Internet dans le domaine de la santé qui peut aider à l'application de ce qu'on peut appeler la télémédecine pour faciliter à ce qu'un médecin qui est à Cotonou puisse aider à traiter un patient qui se... Le sommet pour le bien social de 2016 met le Bénin en orbite et enseigne que la technologie peut aider à réaliser les ODD d'ici 2030. Voyons ce dont contribuer au renforcement du maillage à sécurité dans nos espaces frontaliers. C'est l'objectif de la cérémonie de remise de matériel et de fonds ce matin au ministère de l'Intérieur, fruit de la coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin. Le compte-rendu de Clotaire Ouekou, de Destonia Bigot et Brice Thibozo. Merci. Après la signature, on passe à l'échange de documents. Qui veut la paix se prépare à la guerre et prévenir des attaques des bandes incontrôlées dans nos espaces frontaliers restent les maîtres mots de la politique nationale de développement des espaces frontaliers. Et la mise en œuvre de cette politique reçue à la fin de cette cérémonie est un appui du gouvernement des États-Unis d'Amérique, appui en nature par des équipements ultramodernes de protection et de défense, des éléments de l'unité spéciale de surveillance des frontières et appui en espèces d'un montant de 800 millions de nos francs. Des policiers martyrs, des policiers guerriers,
des policiers qui sont obligés d'être éloignés de leur famille pendant plusieurs jours à la poursuite des grands délinquants, mais surtout pour être proche des populations. C'est vraiment des hommes qui sont au service de notre pays. En plus du montant de plus de 800 millions de francs CFA mis à la disposition du programme de lutte contre l'extrémisme violent par l'ambassade, je suis heureuse de présenter au ministre de l'Intérieur l'équipement ici présent. Il est composé de gilets pare-balles, de casques de radio, de systèmes d'hydratation et de dispositifs d'observation nocturne. Ces articles seront distribués à nos collègues, les agents de l'unité spéciale de surveillance des frontières, USSF, qui sécurisent les frontières du Bénin et protègent les citoyens qui vivent dans les zones frontalières. La protection des frontières d'un pays est d'une importance cruciale pour la sécurité nationale. Je voudrais remercier le gouvernement des États-Unis pour cette assistance précieuse et constante pour notre pays et assurer la sécurité de nos concitoyens. Des centaines de kilomètres contre nos frontières internationales, on ne dénombre que 27 postes de commissariat de police avancés contre 15 postes de gendarmerie. Et sur les 3200 entrées dénombrées à nos frontières bénino-nigérianes, il n'existe que 5 postes de contrôle. On comprend toute la portée de la matérialisation de cette coopération bénino-américaine. Un tour dans les rues de Cotonou. Aujourd'hui, 22 septembre, le monde entier célèbre la Journée internationale sans voiture, une initiative qui vise à prendre conscience de la nécessité d'agir contre les nuisances générées par la croissance du trafic motorisé. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à la célébration de cette journée au Bénin. Ouensessas Aouaïmon et Jean-Claude James nous en disent davantage. Je dois me rendre au service en véhicule. Dans mes courses, je dois utiliser forcément le véhicule. Mais si ça arrive que ça tombe en panne, là, je peux me débrouiller autrement. En clair, cet usager de la route n'a jamais célébré la journée mondiale sans voiture initiée depuis 1998. Et comme lui, beaucoup de Béninois n'ont jamais fait l'expérience. Est-ce que vous savez qu'il y a une journée internationale sans voiture? Non, je ne suis pas au courant. En initiant cette journée, loin de chercher à priver la population de son patrimoine, c'est une façon d'encourager chaque citoyen à vivre en bonne santé. C'est une occasion pour sensibiliser la plupart de nos populations à avoir des comportements éco-citoyens. Cette journée permettra d'amoindrir les gaz que les moteurs émettent grâce à la combustion incomplète, telle que le monoxyde de carbone qui est toxique et qui crée des problèmes de santé. Il y a aussi le CO2 qui fait partie des gaz à effet de serre. Donc, au cours de cette journée, on aura moins de ces gaz. Le gouvernement de notre pays, la République du Bénin, a bien compris le bien fondé de lutte contre toutes les formes de pollution et a mis en exergue le sous-programme de lutte contre la pollution atmosphérique. Mais doit-on parler de journée sans voiture dans un pays où les deux roues inondent la circulation? Nous appelons l'attention de la population sur le fait que quand on dit journée sans voiture, dans le contexte béninois, c'est journée sans véhicule. Parce que dans le cas de véhicules, nous avons les véhicules à 2 roues, à 3 roues, à 4 roues et plus. Donc les motos, les émigrants font partie des véhicules. Donc c'est tout moteur. Donc ce jour-là, il n'y aura pas la mise en marche des moteurs. On va faire la promotion des transports en commun. Une journée sans voiture, c'est construire ensemble une ville agréable à vivre, une solution contre le réchauffement climatique. L'expérience vaut la peine. Célébration de la Journée internationale de la paix, une équipe du programme des Nations Unies pour le développement s'est rapprochée des populations béninoises à cet effet. Écoutons un extrait de leurs propos au micro de Cécile Rondé et Mathieu Sokeno. Au sein du foyer, il faut la communication entre l'homme et la femme. Et avec la communication, la paix règne toujours.
Bon, nous qui sommes dans les marchés, je vais leur dire, il faut qu'on se comprenne et puis qu'on s'accepte. Parce qu'on a reçu de différentes éducations. Donc, pour que la paix règne, il faut qu'il y ait la compréhension. C'est l'acceptation de l'autre qui est surtout la paix avec nos différences. Parce que nous n'avons pas reçu les mêmes éducations. Donc, on doit s'accepter l'un envers l'autre pour que la paix puisse bien se passer normalement et sans embâche. Et la paix doit commencer d'abord à la maison, avec nos enfants. D'abord, éduquer nos enfants dans ce sens pour que, entre enfants, ils s'aiment. Pour commencer, d'abord, le Bénin est déjà un pays de la paix. Et nous souhaitons que cette paix-là soit bien gérée par nos autorités. Et surtout la population, il faut le partage de l'amour surtout, pour que la paix là soit enracinée dans le pays. Nous voulons le développement, nous voulons nous suffire. Le Béninois doit manger à sa faim, au moins 3 fois par jour. Eh bien, quelques Béninois qui se prononcent à l'instant sur la journée internationale de la paix. Un tour dans nos écoles depuis quelques semaines, une prétendue généralisation de l'uniforme scolaire désoriente les parents, surtout ceux qui ont inscrit leurs enfants dans les écoles privées. À moins de 2 semaines de la rentrée, ils attendent toujours d'être situés. Robert Adé a fait le constat. Des parents face à un dilemme. La nouvelle de l'uniformisation du kaki dans les établissements scolaires à partir du 3 octobre continue de se répandre dans la ville de Cotonou. Mais jusque-là, aucune autorité ne l'a confirmé ni infirmé. Jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas vu un mot du gouvernement. Les établissements qui doivent nous vendre les tenues, ils nous demandent d'attendre pour certains. Ils nous demandent d'attendre. Je suis venu prendre les fournitures, mais je ne prends pas encore les tenues parce que je ne sais pas si jusqu'à dans un futur proche, c'est-à-dire que dans une semaine, il y aura une décision de l'État, du gouvernement, disant que les tenues soient uniformes. Donc jusqu'à présent, moi j'attends, lorsque la rentrée va commencer, qu'on va réellement prendre les tenues. Parce que jusqu'à présent, au niveau du ministère, on n'a pas une décision sur l'uniformisation des tenues. À ce jour, on ne sait pas. Mais nous allons faire avec, nous continuons de suivre et puis on prépare la rentrée. Il y a quelques semaines, la rumeur a été relayée par certains quotidiens et sur les réseaux sociaux. Pour les parents qui ont inscrit leurs enfants dans les cours privés, l'application d'une telle mesure va soulager leur peine. C'était une bonne nouvelle pour nous parents parce que ça permettrait d'avoir des tenues uniformes pour tous les établissements. Quand on est en kaki, on est plus à l'aise, plus qu'en uniforme. Les gens prennent, ils voient que quand ils sont en uniforme, les gens font des modèles vraiment extravagants que ça ne leur permet même pas d'étudier aujourd'hui. C'est un secret de Polichinelle. La variété des tenues d'école dans les cours privés est un autre fonds de commerce pour les promoteurs d'écoles. Un tour à la SONAEC qui organise depuis ce jeudi des journées portes ouvertes à Kwakwa, c'est à Cotonou. L'objectif est de présenter une nouvelle marque de véhicules à la population. Suivez ce public reportage réalisé par Pierrette Harley, présenté par Ulvaïs Balogun. Une voiture neuve pour tous, avec des prix très attractifs. La SONAEC en fait son credo. À travers ces journées portes ouvertes, elle met à la disposition des populations ces nouveaux modèles. Il n'est pas étonnant d'entendre partout des gens se plaindre continuellement de leurs véhicules acquis sur les parcs d'occasion et qui leur créent des problèmes et des soucis. Le remède à ces maux est d'opter pour l'achat d'un véhicule neuf. C'est un investissement sûr et rassurant sur une dizaine d'années. À cette occasion, la Bank of Africa s'allie à la SONAEC pour offrir aux fonctionnaires du privé comme du public un crédit automobile. Le crédit automobile s'adresse principalement aux personnes physiques. Mais pas seulement les personnes physiques, mais ces personnes physiques
doivent être des salariés du secteur public ou des salariés du secteur privé. J'invite les particuliers, les cadres des entreprises, les travailleurs de la fonction publique de profiter de cette occasion-là parce qu'un véhicule neuf, ça dure plus et ça évite les difficultés qu'on a avec les véhicules d'occasion. Des véhicules de gamme avec des caractéristiques précises. Vous avez ici la Renault Santa Fe, la dernière gamme de modèle qui est sortie tout nouvellement. Nous avons la version moderne de la Qashqai. C'est le véhicule très confortable de la jeunesse à cause de sa belle forme. Le toit est panoramique. Renault Duster. C'est le modèle le plus vendu au Bénin, en 4x4 comme en 4x2. Il est très apprécié de la clientèle. Ces journées portes ouvertes attirent déjà la clientèle qui s'annonce très intéressée. On l'attendait depuis. Parce qu'avec les voitures d'occasion, ce que ça nous coûte d'aller tous les 2 jours chez les mécaniciens et tout ça là, au moins avec ça là, on est tranquille. On va à la banque, on se débrouille avec le banquier. Et puis après, on rentre dans la voiture, on s'en va. Mais au moins, on a une garantie de 4-5 ans sans aller chez un mécanicien. Donc déjà là, moi, je suis preneuse. La Sonaec, avec ses nouveaux modèles, invite les populations à changer de vie en changeant d'automobile. Et cette initiation au journalisme clap de fin de plume vacances 2016, cette initiative du journal Le Progrès qui ouvre ses portes aux jeunes désireux d'apprendre ou d'exercer le métier de journaliste. C'est une séance de remise d'attestation qui a sanctionné la formation qui a duré 2 mois. Ulvaïus Balogun, oui, c'est ça, C'est par cette attestation, signe de leur assiduité et de leur dévouement à apprendre les rudiments du métier de journaliste, que ces jeunes vacanciers couronnent leur formation. 2 mois durant, ils ont appris les notions de base d'un métier d'avenir. Nous n'avons pas la prétention de former des journalistes. On ne peut pas former un journaliste en 2 mois. Nous n'avons pas non plus la prétention de former des hommes et des femmes de demain. Mais nous plantons seulement des graines. Et nous espérons que ces graines-là, au contact de l'exercice régulier, porteront des fruits. C'est donc un apprentissage au journalisme nécessaire pour faire naître des passions et des ambitions au sein des récipiendaires. Pendant 2 mois, nous nous sommes familiarisés aux techniques de rédaction des genres journalistiques tels que le compte rendu, le reportage et l'enquête journalistique, ainsi qu'aux thématiques liées au développement. Plume Vacances, au-delà d'un simple programme, se veut donc une pépinière de journalistes, une initiative saluée par le directeur général du développement des médias. Je voudrais vous dire que vous n'avez pas fait un mauvais choix que de vouloir venir entrer dans ce métier, de vouloir faire cette expérience. Parce que notre métier, c'est l'un des rares métiers qui nous donne tout, qui donne assurément la gloire ou les glorioles, si l'on veut, parfois aussi les servitudes, qui donnent donc la reconnaissance. Quand vous passez dans la société, si vous êtes excellent dans ce métier, on dira, comme disent les latins, des gens bien, ecce homo, voici l'homme. On vous reconnaît. Et il n'y a pas plus grande gloire que d'être reconnu parmi 1 million, parmi 2, parmi 3, parmi 10 millions. À travers Plume Vacances 2016, ces jeunes vacanciers ont donc acquis des connaissances dans le domaine des médias, de quoi certainement les décider dans leur choix de carrière. Dernier sujet de cette édition, le Bénin organise l'édition 2017 de la tranche commune entente. Réunis à Cotonou ces 3 derniers jours, les directeurs généraux des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'entente ont fait des recommandations relatives à l'organisation du tirage. Reportage Serge Ayaka. C'est une réunion statutaire, la réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente. Celle de 2016, la 48e, a permis de faire le bilan de l'édition 2016, des échanges d'expériences, l'adoption de recommandations, mais surtout l'amélioration du concept de la tranche commune entente. L'édition 2016 était un ticket qui pouvait être détaché en 2 parties.
Donc une partie qui servait pour le grattage, comme on le dit, et des lots instantanés, et l'autre partie qui porte des numéros pour le tirage. Nous nous sommes rendus compte un peu que la clientèle, vu le temps d'attente pour le tirage, égarait ses tickets. Donc nous avons pris la résolution de faire des tickets à coupon unique avec un format qui leur permet de les conserver. Et au plan communication, nous allons tout faire pour les rappeler afin qu'ils n'égarent pas les tickets, qu'ils n'oublient pas qu'ils ont gagné. En 2016, la tranche commune entente a permis d'injecter environ 630 millions de francs CFA dans l'économie des 5 pays de l'Union. En plus des retombées sociales et touristiques, elle demeure un élément intégrateur qui favorise le brassage entre les peuples et la solidarité agissante. Tout ceci sera une réussite si nous continuons à nous engager dans la voie de l'innovation qui place le client au centre de nos réflexions et de nos actions. En saluant les pères fondateurs du Conseil de l'Entente, le représentant du ministre des Finances et de l'Économie a invité les directeurs généraux à perpétuer le concept tranche commune entente. Je vous invite à perpétuer la tradition comme vous savez le faire en créant pour 2017 un conseil qui intègre les attentes réelles de nos populations sans lesquelles l'idéal de l'intégration et du développement par la solidarité ne serait que fait. Donc c'est une réunion pour la pérennisation d'une vision. La tranche commune entente date de 1970. Elle est aujourd'hui vieille de 46 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous suivrez à 20h30 le magazine Sans commentaire et un film de la série Les Écrans du FAPA et deux feuilletons, Les Choix de l'amour et Windec. Prenez donc le rendez-vous du journal du soir à 23h avec Jérôme Hongbo. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très très bientôt.